Le fracas résonna dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Cléry comme un coup de tonnerre en pleine tempête d'été. C'était le 30 août 1483, 3 jours après la mort du roi, quand le cercueil en chêne se fendit de l'intérieur, libérant une puanteur qui fit vaciller les gardes vers les murs humides, se couvrant le nez et la bouche de tissus imbibés de larmes involontaires. Le corps enflé de Louis XI, le roi araignée, s'était mué en une bombe de chair putride, de gaz et de fluide qui jaillissait à travers le bois fendu, comme si la mort elle-même avait rejeté cet homme qui avait défié Dieu, les nobles et le destin pendant 22 ans de règne. Pierre de Rohan, grand amiral de France, assistait à ce moment horrible. Ses doigts tremblaient quand il écrivit, quelques semaines plus tard, dans une lettre secrète au duc de Bretagne, « Majesté n'a jamais vu rien d'aussi affreux. Le corps du roi s'est défait comme si 1000 démons luttaient pour sortir de sa prison de chair. L'odeur, que Dieu me pardonne, mais je crois que jusque dans les pierres de l'église, on aurait pu entendre des pleurs ce jour-là. » La lettre, retrouvée dans les archives bretonnes des siècles plus tard, révélait non seulement l'horreur physique de la scène, mais aussi la certitude que quelque chose de surnaturel s'était produit avec cet homme qui avait transformé la France en une toile de peur, d'intrigue et de pouvoir absolu. 47 ans plus tôt, en 1423, lorsque Louis naquit au château de Bourges, personne n'aurait pu imaginer que ce bébé frêle aux yeux perçants deviendrait l'architecte de l'une des transformations les plus brutales de l'histoire française. Son père, Charles VII, luttait encore contre les Anglais dans une guerre qui semblait interminable, tandis que Jeanne d'Arc brûlait déjà à Rouen depuis 2 ans. La France était un royaume morcelé, où des ducs puissants gouvernaient leur territoire comme des rois indépendants, et où l'autorité royale ne s'étendait guère au-delà des murailles de quelques cités fidèles. Mais Louis grandit en observant, toujours en observant. Dès l'âge de 10 ans, ses précepteurs remarquaient quelque chose d'inquiétant chez ce garçon qui passait des heures en silence à étudier cartes et généalogie noble avec l'intensité d'un chasseur analysant les empreintes de sa proie. « Le jeune dauphin a des yeux qui voient au-delà de ce qu'il devrait voir », écrivit son confesseur, le père Guillaume, dans son journal intime. « Il y a des moments où son expression me glace le sang, comme s'il connaissait des secrets que même Dieu n'aurait pas dû partager avec un enfant. » À 15 ans, lorsqu'il prit les rênes du Dauphiné, Louis faisait déjà preuve de la froideur calculatrice qui marquerait toute son existence. Sa première décision fut de faire pendre 3 nobles locaux qui avaient remis en question son autorité, transformant l'exécution en spectacle public où il assista lui-même depuis la fenêtre de son château, buvant du vin, tandis que les corps se balançaient au vent glacial des Alpes. Les chroniqueurs de l'époque consignèrent qu'il ne manifesta aucune émotion, se contentant de noter quelque chose dans un petit carnet en cuir noir qu'il portait toujours sur lui. Ce carnet devint légendaire parmi ses contemporains. Des diplomates étrangers rapportèrent dans leurs correspondances officielles que le jeune dauphin consignait méticuleusement les faiblesses, les peurs, les vices et les secrets de chaque noble, marchand ou clerc avec qui il interagissait. Il collectionne des âmes, comme d'autres collectionnent des pièces de monnaie, écrivit l'ambassadeur milanais Francesco Sforza au duc de Milan. Chaque conversation, chaque geste, chaque tremblement de voix est catalogué dans ce livre maudit. On dit qu'il connaît les péchés d'un demi-royaume. La relation avec son père, Charles VII, se détériora rapidement lorsque Louis commença à conspirer ouvertement contre la couronne. En 1440, à 17 ans, il se joignit à la révolte connue sous le nom de Praguerie, une coalition de nobles mécontents cherchant à limiter le pouvoir royal. La rébellion échoua misérablement, mais Charles VII, faisant preuve d'une miséricorde que son fils ne montrerait jamais, pardonna aux traîtres. Louis accueillit ce pardon avec un sourire froid qui glaça le sang des courtisans présents. « Votre Majesté est trop généreuse, » dit-il, s'inclinant dans une révérence qui ressemblait davantage à une promesse de vengeance future qu'à de la gratitude. Dans les années qui suivirent, père et fils menèrent une guerre psychologique implacable. Louis gouvernait
le Dauphiné comme un royaume indépendant, défiant ouvertement les ordres royaux et nouant des alliances secrètes avec des puissances étrangères. Ces tactiques étaient aussi subtiles que cruelles. Il soudoyait des serviteurs pour espionner. Le courrier faisait chanter des nobles avec leurs secrets les plus intimes et jouait sur des rivalités familiales pour affaiblir les adversaires potentiels. En 1446, lorsque Charles VII perdit finalement patience et marcha contre son fils rebelle, Louis s'était déjà réfugié à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. L'exil bourguignon dura 5 ans et façonna définitivement le caractère de Louis. À la cour de Philippe, considéré comme la plus raffinée d'Europe, il apprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans la manipulation subtile des passions humaines. Il observait comment le duc contrôlait ses vassaux grâce à une combinaison mortelle de générosité calculée et de terreur discrète. La peur d'oser est plus efficace que 1000 épées, nota-t-il dans son carnet, dans une entrée datée de décembre 1449. Un homme qui craint pour la vie de ses enfants est plus obéissant qu'une armée de mercenaires. Pendant ces années d'exil, Louis développa aussi son obsession pour l'astrologie et les pratiques occultes qui marqueront plus tard son règne. Il fréquentait régulièrement un alchimiste nommé Cornelius van Houten, un homme cadavérique d'origine hollandaise qui prétendait pouvoir prédire l'avenir en combinant cartes, cristaux et viscères d'animaux sacrifiés. Les séances avaient toujours lieu à minuit, dans une tour abandonnée aux environs de Genappe, où Louis passait des heures en transe, susurrant des questions sur son destin, tandis que l'alchimiste manipulait des symboles macabres à la lueur de bougies noires. Jacques de Lalengue, un chevalier bourguignon qui accompagnait parfois ces séances, décrivit dans ses mémoires la transformation qui s'opérait chez le jeune dauphin durant ces rituels. Son visage prenait une pâleur mortelle, comme si toute vie avait été aspirée de ses veines. Ses yeux devenaient 2 braises noires qui semblaient voir à travers les dimensions. Par moments, je jurais que sa voix n'était plus humaine, mais quelque chose de guttural et d'ancien qui émanait des profondeurs de sa gorge. Cornelius souriait pendant ces transformations, comme s'il assistait à la naissance de quelque chose de terrible et de magnifique. En juillet 1461, Charles VII mourut subitement après un repas, victime d'une infection que les médecins ne purent expliquer. Certains murmuraient qu'il avait été empoisonné, d'autres évoquaient une malédiction, mais Louis reçut la nouvelle de la mort de son père avec une sérénité qui choqua même ses alliés bourguignons. « Le roi est mort. Vive le roi !» murmura-t-il, puis se cloîtra dans ses appartements pendant 3 jours, durant lesquels personne n'entendit un seul mot sortir de ses lèvres. Lorsqu'enfin il apparut, c'était comme si un homme nouveau était né dans cette chambre sombre. Le retour en France fut une procession triomphale qui révéla immédiatement le type de monarque que Louis comptait être. Dans chaque ville, chaque château, chaque monastère où il s'arrêtait, il possédait déjà des informations détaillées sur les habitants locaux. Il savait combien d'enfants avait chaque noble, connaissait les dettes des marchands, connaissait les péchés. Secret des clercs, sa première halte fut à Reims, où il devait être couronné. Mais avant même la cérémonie, il fit emprisonner 3 barons qui avaient conspiré contre lui durant l'exil. Les exécutions eurent lieu à l'aube de la veille du couronnement, et les corps restèrent pendus aux murailles de la cité pendant toute la cérémonie, se balançant doucement dans le vent matinal tandis que l'archevêque posait la couronne sur la tête du nouveau roi. Le premier acte officiel de Louis XI, comme roi de France, fut de destituer presque tous les conseillers de son père et de les remplacer par des hommes d'origine modeste, mais absolument dévoués à sa personne. Olivier le Daim, un barbier, et Flamand, Tristan l'Hermite, un soldat sans renom qui deviendrait son bourreau personnel, Jean Balu, un prêtre ambitieux issu d'une famille paysanne. Ces hommes formeraient le noyau d'un nouveau type de gouvernement, fondé non pas sur la tradition féodale, mais sur la loyauté personnelle envers le monarque. Le roi s'entoure de loups déguisés en agneaux,
écrivait le chroniqueur Philippe de Comines, qui deviendrait par la suite l'un des principaux conseillers de Louis. Chacun d'eux porte en lui la faim et la cruauté de ceux qui ne possédaient rien et qui maintenant ont tout à perdre. La transformation de la France sous Louis XI fut à la fois fascinante et terrifiante. Il mit en place un réseau d'espionnage qui s'étendait à travers tout le royaume et au-delà de ses frontières, avec des informateurs dans chaque auberge, chaque monastère, chaque foire. Ces mouches, comme on appelait ces espions, rapportaient non seulement les complots politiques, mais aussi les conversations privées, les liaisons extra-conjugales, les problèmes financiers et même les rêves et cauchemars des citoyens français. En 1465, lorsqu'il affronta la révolte connue sous le nom de Ligue du bien public, menée par le duc de Bourgogne et d'autres grands seigneurs féodaux, Louis connaissait déjà chacun des mouvements des rebelles avant même qu'ils ne prennent leurs décisions. La bataille de Montlhéry en juillet 1465 révéla non seulement les compétences militaires de Louis, mais aussi son obsession grandissante pour les symboles macabres et les pratiques superstitieuses. La veille du combat, il passa la nuit entière dans une église abandonnée, priant devant une collection de reliques qu'il avait rassemblées à travers toute l'Europe. Fragments d'os de saints, dents de martyrs, morceaux de bois supposément prélevés de la croix du Christ. Mais ces prières n'étaient pas adressées aux saints chrétiens traditionnels. D'après le témoignage de son chapelain particulier, le père Antoine, Louis invoquait des entités dont les noms faisaient trembler l'homme d'église. Il murmurait des mots dans des langues que je n'avais jamais entendues, des langues qui semblaient plus anciennes que le latin lui-même. Ses lèvres bougeaient à une vitesse impossible, comme s'il récitait des incantations, et l'air autour de l'autel devenait si froid que je pouvais voir ma propre respiration, alors que c'était encore l'été plein. La victoire à Montlhéry fut obtenue grâce à une combinaison de tactiques militaires innovantes et de terreur psychologique qui paralysa ses ennemis. Lors de la bataille, il ordonna à ses soldats de brandir des étendards décorés de symboles et qu'aucun chroniqueur ne parvint à décrire convenablement. On ne mentionnait que ceux qui regardaient directement ces images ressentaient une nausée inexpliquée et une peur primitive qui rongeait le courage des chevaliers les plus aguerris. Le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qualifiera plus tard cette bataille de combat contre des forces qui n'appartenaient pas à ce monde. Après la victoire, la cruauté de Louis atteignit des sommets choquants, même pour les normes violentes de l'époque. Les prisonniers nobles ne furent pas seulement exécutés, mais soumis à des tortures mêlant supplices physiques traditionnels et rituels inspirés de pratiques païennes ancestrales. Le comte de Charolais fut retrouvé mort dans sa cellule, le corps couvert de symboles gravés dans la peau, des symboles que les bourreaux eux-mêmes jurèrent ne pas avoir dessinés. Le roi possède des connaissances qu'aucun chrétien ne devrait posséder, écrivait un moine anonyme dans une lettre interceptée par le réseau d'espionnage royal. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas humain, quelque chose qui se nourrit de la douleur et de la peur des autres. Dans les années qui suivirent, Louis consolida son pouvoir par une politique de terreur systématique qui transforma la France en un royaume de fantômes. Tout noble manifestant des ambitions indépendantes disparaissait mystérieusement, ses biens étaient confisqués et sa famille dispersée. Des villes entières qui résistaient à l'autorité royale se réveillaient vides avec des signes de lutte mais sans corps, comme si les habitants s'étaient tout simplement évaporés pendant la nuit. En 1468, lorsqu'il captura Charles le Téméraire dans la ville de Péronne, Louis ne se contenta pas de l'humiliation politique traditionnelle. Il força le duc bourguignon à signer un traité rédigé à l'encre que l'on disait fait de sang humain, et durant les négociations, il maintint le prisonnier dans une cellule où résonnaient en permanence des chuchotements dans des langues inconnues, des voix qui semblaient émaner des pierres, même de la prison. Philippe de Comines, qui devint à cette époque le conseiller le plus proche du roi, laissa des témoignages détaillés sur la détérioration physique et mentale de Louis XI pendant la décennie 1470.
Sa Majesté vieillissait de façon contre nature, écrivait-il. En quelques mois, ses cheveux passèrent du châtain au blanc pur, sa peau prit une pâleur cadavérique et ses yeux, que Dieu me pardonne, mais ses yeux semblaient avoir vu des choses que nul mortel ne devrait voir. Il parlait constamment à des interlocuteurs invisibles, murmurant des réponses à des questions que personne d'autre ne pouvait entendre. Lors des réunions du Conseil, ses mains tremblaient de façon incontrôlable, comme s'il avait toujours à froid, même lors des journées les plus chaudes de l'été. L'obsession de Louis pour la mort s'intensifia dramatiquement après un accident de chasse en 1473, quand son cheval trébucha et le projeta contre un arbre avec une telle force qu'il resta inconscient pendant 3 jours. À son réveil, ses premiers soignants rapportèrent qu'il hurlait pendant des heures d'une voix qui ne semblait pas être la sienne, alternant entre français et dialecte qu'aucun ne parvenait à identifier. Le père Antoine, appelé pour lui donner les derniers sacrements, nota dans son journal: le roi s'est réveillé parlant de choses qu'il avait vues durant son inconscience. Il décrit un royaume d'ombre, où règnent des créatures qu'il appelait les véritables seigneurs de la terre. Il disait qu'il lui avait montré l'avenir de la France et qu'il aurait encore beaucoup de travail à faire avant de les rejoindre définitivement. À partir de cette expérience, Louis fit construire un réseau de chapelles et d'hôtels secrets dans tout le royaume, des lieux où il pratiquait des rituels combinant des éléments du christianisme à des traditions bien plus anciennes et sombres. Le plus célèbre de ces endroits était une crypte artificielle aménagée sous le château de Plessis-les-Tours, sa résidence favorite, où il passait des nuits entières dans des méditations que ses gardes décrivaient comme des conversations avec les morts. Jean de Daillon, l'un de ses chevaliers les plus fidèles, écrivit dans ses mémoires: les voix émanant de cette crypte durant les sessions de Sa Majesté étaient si nombreuses et distinctes qu'elles ressemblaient aux échos d'un banquet infernal. Certaines parlaient en vieux français, d'autres dans des langues antérieures au latin. Et au centre de cette cacophonie, la voix du roi s'élevait comme celle d'un maître de cérémonie organisant un rituel dont je préfère ignorer l'objectif. Pendant les 10 dernières années de son règne, Louis XI se transformait en une figure quasi fantomatique, rarement vue en public, gouvernant par une combinaison de décrets écrits et de manifestations surnaturelles qui terrifiaient même ses conseillers les plus proches. Les ambassadeurs étrangers rapportaient dans leurs correspondances officielles que les audiences avec le roi français se déroulaient toujours dans des salles faiblement éclairées, où Louis apparaissait comme une ombre encapuchonnée dont les yeux brillaient d'une lueur propre et non naturelle. Le roi de France ne semble plus appartenir au monde des vivants, écrivait l'ambassadeur vénitien Marco Bembo au doge. Sa présence provoque un froid qui pénètre jusqu'au haut, et sa voix résonne comme si elle venait de très loin, d'un lieu situé au-delà de la vie et de la mort. La paranoïa de Louis atteignit des niveaux pathologiques dans les années 1480. Il fit construire une série de passages secrets et de pièges mortels au château de Plessis-les-Tours, transformant sa propre résidence en forteresse imprenable où chaque visiteur était soigneusement fouillé par des gardes ayant ordre de tuer toute personne effectuant un mouvement suspect. Ces repas étaient préparés par des cuisiniers jurant une loyauté absolue sur des reliques sacrées, et chaque plat était goûté par 3 goûteurs différents avant d'arriver à la table royale. Malgré cela, Louis mangeait rarement, et plus de quelques bouchées à chaque repas, préférant se contenter d'une étrange diète composée principalement de vin, dilué dans de l'eau bénite, et de morceaux de pain qu'il bénissait lui-même par des prières murmurées. Ce qui se passa durant les 3 jours suivants demeure l'un des mystères les plus troublants de l'histoire française. Le corps fut préparé pour les funérailles selon les rites traditionnels, mais ceux chargés de l'embaumement rapportèrent des difficultés inexplicables. Maître Pierre, l'embaumeur royal, confia à son assistant que le corps résistait aux procédures comme s'il possédait encore une vie propre. Les viscères refusaient d'être retirés, adhérant au
Organes avec une force surnaturelle. Le sang qui aurait dû coaguler continuait de s'écouler comme si le cœur battait encore. Et durant tout le processus, je jurais entendre des chuchotements venant de l'intérieur du cadavre, voix multiples, semblant débattre entre elles dans une langue antérieure à tout idiome connu. Le cercueil fut scellé dans l'après-midi du 2 septembre et transporté à la basilique Notre-Dame de Cléry, où Louis avait exprimé le souhait d'être inhumé. Durant le transfert, plusieurs témoins rapportèrent que le cortège funèbre fut accompagné de phénomènes atmosphériques inexplicables. Des nuages se formaient instantanément au-dessus de la procession, créant une ombre permanente, même lorsque le soleil brillait intensément alentour. Des oiseaux tombaient morts du ciel en survolant le cercueil et les chevaux refusaient de s'approcher du convoi funèbre, hennissant de terreur bien qu'étant des bêtes aguerries au champ de bataille. L'explosion du cercueil 3 jours après l'enterrement devint immédiatement l'objet de spéculations, allant d'explications médicales sur l'accumulation de gaz de décomposition à des théories surnaturelles sur malédiction et possession démoniaque. Mais les registres officiels furent soigneusement censurés et la plupart des témoins reçurent l'ordre formel de ne jamais discuter de l'événement. Le jeune Charles VIII, fils et successeur de Louis XI, fit construire une nouvelle tombe en pierre massive pour contenir les restes de son père et établit un groupe de moines devant maintenir des veillées perpétuelles auprès du sépulcre, priant continuellement pour apaiser ce qui doit rester en paix. Durant les siècles suivants, le tombeau de Louis XI devint l'objet de pèlerinages secrets de la part d'occultistes et d'étudiants de pratiques ésotériques convaincus que le roi araignée avait découvert des secrets sur la nature de la mort et du pouvoir qui transcendait les limites de l'existence humaine ordinaire. Les archives de l'Inquisition française documentent au moins 12 cas de personnes retrouvées mortes à proximité du tombeau entre 1485 et 1520, toujours dans les mêmes circonstances. Corps découverts en position fétale, expression de terreur absolue figée sur les visages et blessures auto-infligées, suggérant qu'ils avaient tenté de sauter les yeux avant de mourir. En 1562, durant les guerres de religion, des soldats huguenots profanèrent le tombeau de Louis XI, dans l'espoir de découvrir des trésors royaux. Les rapports militaires décrivent que les hommes ayant ouvert le sarcophage émergèrent en tande, hurlant des insanités sur des yeux qui brillaient dans l'obscurité, et des voix offrant des savoirs interdits. 3 des 5 soldats impliqués dans la profanation sombrèrent complètement dans la folie et durent être internés dans des monastères, où ils passèrent le reste de leurs jours à répéter obsessionnellement des prières dans des langues qu'aucun des moines ne parvenait à identifier. L'héritage de Louis XI dépasse largement ses conquêtes politiques et l'unification territoriale de la France. Il incarne un type particulier de pouvoir qui transcende les catégories traditionnelles de tyrannie ou de génie politique, s'aventurant sur des territoires défiant la compréhension rationnelle des limites de l'ambition humaine. Ces méthodes de gouvernement établirent des précédents influençant le développement de l'absolutisme européen, mais laissèrent également une marque plus sombre dans la psyché collective française. L'idée que le pouvoir vrai exige des pactes, dépassant les alliances terrestres conventionnelles. Les légendes autour de Louis XI évoluèrent au fil des siècles, faisant de lui une figure mythique incarnant à la fois la fascination et l'horreur que les mortels ressentent face à ceux capables de transcender les limites imposées par la condition humaine. Son histoire devint un miroir dans lequel chaque génération percevait ses propres peurs concernant le prix du pouvoir absolu et les conséquences de défier les lois naturelles gouvernant l'existence. Les documents, ayant survécu dans les archives secrètes du règne de Louis XI, suggèrent qu'il possédait une compréhension de la nature humaine bien au-delà du savoir politique conventionnel. Ces notes personnelles, découvertes seulement au XIXe siècle dans une chambre secrète du château de Plessis, révèlent un homme obsédé non seulement par le contrôle du présent, mais aussi par la manipulation du tissu même de la réalité
à travers des pratiques mêlant politique, psychologie et éléments que l'on ne peut qualifier que de magie opérative. Dans l'une de ses notes, datée de décembre 1468, Louis écrivait « Le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité de faire obéir, mais dans l'habileté à faire désirer d'obéir, même lorsque l'on sait que l'obéissance nous détruira. La peur n'est que la première marche, l'amour pervers en est l'objectif final. Lorsqu'un sujet embrasse la main qui l'étrangle, alors le roi touche à l'essence de ce qui gouverne l'univers. » Ces mots, tracés d'une écriture devenant de plus en plus irrégulière au fil des années, suggèrent une pensée ayant pénétré des territoires psychologiques que la plupart des mortels préfèrent éviter. L'influence de Louis XI sur ses successeurs fut profonde et durable, mais également chargée d'une malédiction qui sembla affecter la dynastie des Valois pendant des générations. Charles VIII, son fils, développa une paranoïa faisant écho à celle de son père, mais sans posséder l'intelligence cruelle nécessaire pour la canaliser de façon constructive. Louis XII et François Ier qui lui succédèrent rapportèrent des cauchemars récurrents où le fantôme de Louis XI apparaissait, offrant des conseils sur la consolidation du pouvoir par des méthodes qu'ils n'osaient appliquer, même dans leurs moments les plus désespérés. La transformation de la France sous Louis XI établit le modèle de l'État moderne centralisé, mais introduisit aussi dans la culture politique européenne une dimension sinistre perdurant pendant des siècles. L'idée qu'un souverain efficace doit être capable de transcender les considérations morales conventionnelles, que la raison d'État justifie tout moyen, que le vrai pouvoir exige une alliance avec des forces opérant au-delà des limites de la moralité humaine traditionnelle. Toutes ces idées remontent aux méthodes de gouvernement du roi araignée. Lorsque nous contemplons le cadavre ayant explosé dans le cercueil de Louis XI, nous ne sommes pas seulement face à un phénomène médical inexpliqué ou à une curiosité historique macabre. Nous sommes confrontés à une métaphore brutale sur la nature autodestructrice du pouvoir absolu et les conséquences physiques et spirituelles d'une existence dédiée à la manipulation implacable de la nature humaine. Le corps qui refusa une mort paisible, qui continua d'exhaler la terreur même après le dernier soupir, représente l'impossibilité de contenir indéfiniment les forces libérées lorsqu'un mortel décide de défier les limites imposées par la condition humaine. L'histoire de Louis XI nous enseigne qu'il existe certaines frontières qu'il ne faut pas franchir, certains savoirs qu'il ne faut pas chercher, certaines alliances qu'il ne faut pas sceller. Mais elle nous confronte aussi à la vérité, troublante, qu'il y aura toujours des êtres prêts à payer n'importe quel prix pour le pouvoir absolu, même lorsque ce prix inclut l'âme et la paix éternelle. Le roi araignée tissa sa toile de fils de peur, d'ambition et de connaissances interdites, créant une œuvre de contrôle politique qui continue de fasciner et d'horrifier ceux qui étudient les extrêmes auxquels l'ambition humaine peut mener. En définitive, Louis XI demeure le symbole éternel de la terrible séduction du pouvoir absolu et des transformations monstrueuses qui peuvent survenir lorsqu'un mortel décide qu'aucun prix n'est trop élevé pour atteindre ses objectifs. Son cadavre explosif devint un avertissement gravé dans la pierre de l'histoire. Il existe des forces dans l'existence humaine qui, une fois libérées, ne peuvent être facilement contenues, et il existe des ambitions qui consument, non seulement ceux qui les nourrissent, mais aussi les restes mortels qu'ils laissent derrière eux. Les études modernes sur la décomposition cadavérique ont tenté d'expliquer rationnellement l'explosion du cercueil de Louis XI, pointant l'accumulation anormale de gaz résultant de processus de putréfaction accélérés par des facteurs tels que la température, l'humidité et d'éventuelles substances chimiques présentes dans le corps en raison des traitements médicaux de l'époque. Mais ces explications scientifiques, bien que plausibles, ne rendent pas compte de la totalité des phénomènes rapportés par les témoins contemporains, ni n'expliquent pourquoi des cas similaires sont extrêmement rares dans l'histoire documentée. La vérité sur Louis XI réside peut-être précisément à cette intersection entre l'explicable et l'inexplicable, entre le politique et le surnaturel, entre le génie stratégique et la folie obsessionnelle.
Il incarne ce type de figure historique qui transcende les catégories d'analyse conventionnelles, nous forçant à reconnaître qu'il existe des aspects de l'expérience humaine défiant à la fois notre compréhension rationnelle et notre capacité à exercer un jugement moral simplificateur. Le roi araignée tissa sa toile avec une telle maîtrise que même sa mort devint partie intégrante de l'œuvre, un dernier acte de théâtre macabre qui assura son immortalité non seulement dans les livres d'histoire, mais dans la mémoire collective de l'humanité en tant qu'exemple extrême de ce qui peut advenir lorsque l'ambition humaine décide de ne reconnaître aucune limite. Son cadavre, ayant explosé dans le cercueil, demeure un symbole viscéral et indélébile. Il existe des prix qui, même payés de son vivant, continuent d'être exigés après la mort. Et il existe des héritages qui refusent de reposer en paix dans les pages poussiéreuses du passé.